propose qu'on passe à la conférence suivante qui est sur l'amélioration des traitements de fin de saison par le retrait de couvain. Donc, on aura une intervention de l'ADAORA avec Marie Ventalon et Jeanne Néroux. Bonjour à tous. Alors oui, je suis Marie Ventelon. Je travaille à l'ADAORA en tant que technicienne apicole sur la thématique du sanitaire. Cette présentation-là, on va la faire avec ma collègue Jeanne à deux voix, sous la forme un petit peu d'un échange-dialogue. Donc Jeanne, si tu veux te présenter aussi, comme ça tout le monde peut bien t'identifier. Bonjour, donc Jeanne Néroux, je travaille à l'ADAORA avec Marie Ventelon. Et voilà, donc je serai un petit peu le rôle de l'apicultrice qui pose des questions sur cette méthode. Et voilà, à toi Marie. Allez, c'est parti. Eh ben, pendant cette présentation, on va parler de retrait de couvain. C'est une pratique qui est utilisée dans le cadre des traitements varrois en fin de saison pour maximiser l'efficacité des passages d'acide oxalique en préparation médicamenteuse. Voilà, alors de quoi est-ce qu'on va parler exactement? Tout d'abord, on va voir un petit peu le retrait couvain, qu'est-ce que c'est, le principe de la méthode dans sa globalité. On verra ensuite, on va faire un petit focus sur une méthode du retrait de couvain parce qu'en fait, il en existe différentes déclinaisons. Là, on va se concentrer sur une méthode de retrait de couvain qui est associée à une constitution des seins en parallèle. Donc, on va voir de A à Z sur le terrain comment est-ce qu'on la met en pratique, comment ça se passe, quels sont les petits trucs et astuces autour de tout ça. Voilà. Ensuite, je vous parlerai assez rapidement des différentes déclinaisons qu'il existe au niveau du retrait de couvain, mais de façon plus synthétique, disons. Et on verra sous la forme d'un petit schéma décisionnel comment est-ce qu'on peut choisir la méthode qui nous convient le mieux en fonction de différents paramètres, en fonction de la période de l'année, de l'infestation du couvain en varroa, puis en fonction de ses objectifs personnels. Voilà. Alors, c'est parti, allons-y. Déjà, le retrait de couvain, qu'est-ce que c'est? Quel est le principe de ces méthodes? C'est une méthode qui se base sur le retrait de l'ensemble des cadres de couvain d'une ruche, ce qui crée en fait une fenêtre hors couvain dans la colonie. Et à ce moment-là, en fait, les passages d'acide oxalique en dégouttement vont avoir une action qui sera maximisée puisqu'on est hors couvain. Donc, on va pouvoir agir sur les varrois qui sont uniquement présents dans la colonie au stade phorétique. Voilà. Très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait du couvain une fois qu'on l'a enlevé? Parce que c'est bien beau. Très bien. En fait, il y a différentes possibilités justement à ce niveau-là. Le couvain qu'on retire, on peut choisir de le valoriser en constituant des essaims, par exemple. C'est la méthode qu'on va détailler tout à l'heure. On peut aussi l'utiliser pour renforcer d'autres colonies qui sont encore par exemple, sur un cycle de production et qui vont partir derrière sur une autre mielée. On peut aussi, selon ses choix et selon la qualité du couvain, on peut choisir de le détruire, que ce soit donc par le froid, avec la congélation, ou également par une méthode d'hyperthermie, c'est ce que disait tout à l'heure Pascal. On pourra aborder ça assez rapidement, peut-être de façon plus approfondie dans les questions-réponses, si ça vous intéresse. Donc, la constitution des seins, comment tu le fais avec des couvains qui sont infestés en varroa pour faire des essaims qui, au final, seront viables? Alors, très bonne question. Justement, on va aborder pas à pas comment est-ce qu'on met en œuvre cette méthode-là. En fait, les essaims qu'on constitue avec le couvain qui est retiré, il va également être traité. Donc, on va le voir. Hein. Là, on va commencer par la première étape du retrait de couvain. En fait, cette méthode-là, en fait, elle s'initie 3 semaines avant la date du retrait de couvain, déjà par l'introduction dans la ruche en position verticale et centrale d'une grille à rennes qu'on a découpée aux dimensions adéquates pour rentrer convenablement dans la ruche. On la pose en position donc, verticale au centre de la ruche, ce qui fait qu'en fait, la reine, elle va être présente d'un côté ou de l'autre. On n'a pas besoin de chercher où elle se trouve. On verra bien 21 jours plus tard où elle est parce qu'on verra le compartiment dans lequel il y a encore du couvain et le compartiment dans lequel il n'y en a plus. Et donc ça permet donc déjà de réduire un petit peu le nombre de cadres de couvain qu'on va retirer, puisque la reine, elle est restreinte sur un nombre de cadres qui est moindre. Donc ça se fait 21 jours avant la date du retrait de couvain. Hop, on insère une grille à reine dans la colonie.
J'aurais une question, Marie. Oui. Sur les couleurs là, des cadres, enfin, si je comprends bien, en fait, ce sont des ruches et il y a différents cadres, les bâtonnets. C'est quoi la différence entre le vert foncé et le vert clair? Enfin, là, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Parce que je vois que ça change, mais Oui, exactement. Merci de me l'avoir souligné, j'aurais pu être plus précise. En fait, quand on met cette grille à rennes, il va y avoir un côté qui est hors couvain, du coup. C'est la couleur qui est bleu clair, un petit peu, ou vert. C'est la couleur la plus claire. Là, je ne sais pas si on voit mon curseur qui bouge en même temps. oui, on le voit. Donc voilà, cette couleur-là, en fait, elle représente les cadres qui n'auront plus de couvain 21 jours après. Et les cadres qui sont en vert un petit peu plus foncé, c'est les cadres où il y a du couvain, puisqu'on voit bien qu'il y a la petite couronne, là, il y a la reine de ce côté-là de la colonie. Voilà. Et là, en position centrale, on voit bien qu'il y a la grille à rennes. Voilà. Cette grille à rennes-là, elle est fabriquée de façon, elle peut être fabriquée de façon un petit peu artisanale, en découpant une grille à rennes en plastique et en venant positionner, par exemple, un petit peu de scotch orange, là, les gros scotch en position haute et en position latérale, afin que la grille à rennes soit bien hermétique et que la reine, elle puisse pas passer sur le côté ou passer par-dessus. Il y a aussi une autre petite chose importante à souligner, c'est qu'on met une grille à rennes en position verticale, mais bien sûr, on en met une en position horizontale sur les têtes de cadre pour pas que les rennes puissent passer par-dessus les cadres. Ça, c'est important. Voilà. Donc, on va passer à l'étape suivante. On a vu qu'il y avait une grille à rennes qui était installée. Et donc, 21 jours après l'installation de la grille à rennes, on a bien, d'un côté, on a bien un compartiment de la ruche qui n'a plus du tout de couvain. C'est le côté droit de la ruche, où on voit qu'il n'y a que des abeilles. Donc ensuite, l'étape suivante, elle consiste tout simplement déjà à s'équiper de deux ruchettes à côté de la ruche mère où on veut retirer le couvain. Il y a une ruchette qui va servir, donc la ruchette B, qui va servir à créer l'essaim. C'est là qu'on va mettre les cadres de couvain. Et une autre ruchette qui va héberger de façon transitoire les cadres qui sont couverts d'abeilles. Donc je vais m'expliquer un peu plus clairement parce que ça peut être un petit peu brouillon. Voilà comment on procède. Dans un premier temps, on prélève dans l'espace où il n'y a pas la reine 3 cadres sans couvain couverts d'abeilles. Ces 3 cadres-là, on les met dans la ruchette C et on ferme bien le toit pour pas qu'il y ait une désertion des cadres et pour pas surtout favoriser le pillage sur le rucher parce que ça, c'est vraiment un point de vigilance important. Ces cadres-là, ils sont mis de côté dans la ruchette C et en fait, les abeilles, elles serviront plus tard, dans l'étape suivante, à peupler la ruchette B. D'accord. Étape suivante. La deuxième étape, enfin la troisième étape du coup, elle consiste à transférer tous les cadres de couvain qui sont du compartiment où il y avait la reine, sans les abeilles, dans la ruchette B. Donc là, ça consiste en fait à secouer l'ensemble des cadres pour pas embarquer la reine dans les seins et pour embarquer aucune abeille. On installe tous les cadres de couvain, sans exception, dans la ruchette B, sans abeilles. Et on referme le toit, toujours pareil, pour éviter de favoriser le pillage. Ça, c'est la deuxième étape. J'espère que ça a été assez clair. Jeanne, jusque-là, tout va bien? Jusque-là, tout va bien. J'ai une question pour la ruchette B. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis les 4 cadres de couvain collés? Enfin, là, tu viens de diviser ton couvain. Oui. Alors, on les colle pas. En fait, on laisse dans un premier temps un espace comme ça entre les cadres de couvain ici, parce que ça va permettre ensuite de facilement secouer les abeilles de la ruchette C dans la ruchette B en pouvant, enfin, en se mettant bien au milieu et en secouant, en tapant les abeilles bien au centre, quoi. C'est pour laisser un espace pour manipuler aisément. D'accord, très bien. Voilà. Donc, étape suivante. Cette étape-là, elle consiste à finalement transférer les abeilles qu'on avait mis de façon transitoire dans la ruchette C dans la ruchette B pour peupler en fait l'essaim qu'on a constitué. De cette façon-là, on sait exactement, premièrement, qu'on est en train de secouer des abeilles où il n'y avait pas la reine, puisque c'était dans le compartiment où la reine n'était pas présente. Et puis surtout, on sait exactement combien de cadres d'abeilles on secoue dans la ruchette. Donc voilà, transfert de toutes les abeilles en secouant les cadres dans la ruchette B. D'accord. Et une fois donc que la ruchette B, elle a ces cadres de couvain qu'on a insérés, on a peuplé en abeilles. On peut enfin ajouter un cadre qui est couvert de miel et de pollen à côté du nourrisseur.
Donc, en fait, si on résume, là, l'essaim qu'on a constitué, si on va de la gauche là, vers la droite, on a une partition, un cadre de réserve miel-pollen, et puis ensuite, on a les 4 cadres de couvain. C'est tous les essaims qui sont constitués de cette façon-là. Ensuite, on les ferme et puis on peut les déplacer de rucher. D'accord. Ça veut dire que le cadre rouge, là, en fait, c'est une partition ou un nourrisseur, c'est ça? Oui. Et d'ailleurs, c'est un nourrisseur. Enfin, l'apicultrice et l'apiculteur donc qui travaillent ensemble, là, qui effectuent cette méthode-là, ils ont systématiquement mis donc là, sur ce cadre qui est rouge, là, Mhm. des partitions cadre nourrisseur. D'accord, très bien. Voilà. Super. L'étape suivante, elle va tout simplement, se caractériser par la reconstitution de la ruche mère, puisque la ruche mère, là, dans laquelle il y a la reine, on vient de lui enlever tous ses cadres de couvain et on lui a prélevé des cadres, on lui a prélevé des abeilles. Donc, on va reconstituer la ruche mère tout simplement en reprenant les cadres où il n'y a plus d'abeilles, hein, puisqu'on les a mis dans la ruchette B, les cadres qui sont dans la ruchette C et qui sont en fait des provisions, on va pouvoir les remettre dans la ruche mère pour la reconstituer et également ajouter un cadre de miel pollen, deux cadres cirés. Ça peut être c'est quand même préférentiellement des cadres où la cire est étirée déjà. Ça peut être des cadres vides, mais en fin de saison, il vaut mieux que les cadres soient déjà étirés parce que du coup, les abeilles, si on leur met des cadres gaufrés et que c'est un peu tard en saison, elles vont peut-être pas facilement pouvoir les étirer, les bâtir. Et puis, on repose tous les cadres. Et après, on met en position, donc en dernière position, on met une partition. Donc, si on résume de la gauche vers la droite, on a un cadre nourrisseur, qui est le cadre rouge, un cadre de réserve pollen-miel. Après, on a un cadre ciré. On a ensuite les différents cadres avec les réserves qui provenaient de la ruchette C. À nouveau, un dernier cadre ciré ou cadre étiré. Et en dernier lieu, une partition pour pouvoir gérer l'espace de la colonie. Voilà. Donc là, on a reconstitué notre ruche mère et on a des essaims qui sont constitués. Jusque-là, tout va bien. J'espère que j'ai été assez claire. Jeanne, j'ai rien oublié. Tu me confirmes que ça va? Pour moi, c'est tout bon. Ok, on verra après pendant les questions si jamais ça n'a pas été bien clair. La dernière étape, c'est tout simplement de réaliser les traitements. Pour la ruche mère, le jour même du retrait de couvain, on est d'accord que la ruche, là, elle a une fenêtre hors couvain. On a retiré tous les cadres qui en comportaient. Et donc, on a une fenêtre d'intervention qui est ouverte pour pouvoir faire le premier passage d'acide oxalique, la préparation médicamenteuse à base d'acide oxalique, à ce moment-là. Le deuxième passage, si nécessaire, il peut être réalisé 3 jours après. Ça, c'était pour les ruches mères. Et les essaims, alors là, dans les essaims, il y a bien sûr du couvain qui est présent. Donc, on ne peut pas faire les traitements à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les essaims, comme ils sont orphelins à ce moment-là, il y a un élevage naturel qui va s'initier dans les ruchettes. Et donc, on sait que 21 jours après la date de la division, on aura une fenêtre hors couvain, tout simplement parce que la reine qui a été élevée, le temps qu'elle soit élevée, qu'elle naisse, qu'elle devienne mature, qu'elle puisse aller se faire féconder, qu'elle revienne et qu'elle commence à pondre, on va avoir, le couvain petit à petit sera né et on va avoir une fenêtre certes courte, mais une fenêtre quand même présente où on va pouvoir faire les passages d'acide oxalique, les préparations donc, médicamenteuses à base d'acide oxalique. On va pouvoir dégoûter ça à 21 jours. Et puis 3 jours après, on va pouvoir faire un deuxième passage. Donc là, on a du coup les ruches mères et les essaims qui sont traités. D'accord, mais après, cette méthode, c'est bien pour augmenter le cheptel et quand on a du matériel, mais si je finis avec le double de mes colonies, ça va faire vraiment énorme. Il y a d'autres. Tu m'as montré un peu d'autres possibilités de gérer le couvain. Je voudrais savoir un peu ce qui Exactement. peut se faire d'autre.
Exactement. Alors, cette méthode, c'est vrai elle est assez adaptable. On peut bien sûr la faire, mais on n'est pas obligé de la mettre en œuvre sur toutes ces ruches. Quand on a, par exemple, trop de couvains à retirer, qu'on n'a pas le matériel, qu'on n'a pas assez de ruchettes pour constituer des essaims, etc., ou tout simplement qu'on n'a pas forcément envie de pratiquer cette méthode-là, on a d'autres options. Il y a d'autres déclinaisons possibles de la méthode du retrait de couvain. Euh, Ces méthodes-là, on l'a dit un petit peu en introduction, ça peut être, on peut quand même valoriser le couvain en renforçant des colonies, ou alors on peut tout simplement le détruire. Alors finalement, quelle est la méthode qui est la plus adaptée en fonction de ses besoins? Ça va dépendre de différents facteurs, ça va dépendre de la période de l'année, mais aussi de la qualité du couvain. Alors on va le voir maintenant. Vous avez là un arbre décisionnel un petit peu, c'est un exemple d'arbre décisionnel. Voilà comment on peut l'interpréter. Déjà, si on est avant la mi-juillet, donc après la dernière récolte, on sait que c'est une période d'intervention où on va pouvoir, par exemple, faire du retrait de couvain et constituer des essaims, parce que derrière, on sait qu'on a encore un environnement qui présente une quantité suffisante de mâles pour pouvoir féconder les reines des essaims. Et c'est également une période où on a moins de chances d'avoir un couvain qui sera très infesté. Donc, avant la mi-juillet, le couvain, il peut être facilement valorisé en constituant des essaims. Et donc là, quand on crée des essaims, on a différentes possibilités. On peut tout simplement les laisser remérer naturellement, comme on l'a vu, mais on peut aussi choisir d'introduire soi-même des cellules royales au stade J3 ou au stade J10, donc 3 jours après greffage ou 10 jours après greffage. Ou alors on peut choisir d'introduire une reine fécondée. Seul petit point de vigilance, c'est que quand on introduit une reine fécondée, on va avoir une reprise de ponte dans la foulée. Et donc, on ne va pas avoir une fenêtre hors couvain. Et à ce moment-là, il faudra soi-même intervenir sur le couvain et en griffer, par exemple, une partie pour pouvoir traiter hors couvain. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Il faut toujours faire ces passages d'acide oxalique hors couvain pour que ce soit vraiment efficace. Et donc, deuxième cas de figure, on souhaite faire son retrait de couvain après la mi-juillet, parce qu'on a une mêlée qui a fini plus tard, par exemple. À ce moment-là, il y a deux cas de figure. Soit on a un couvain qui est assez peu infesté. Donc ça demande déjà d'avoir une certaine observation parce qu'il faut regarder la qualité du couvain. On peut effectuer des comptages varroaphorétiques à ce moment-là pour savoir si l'infestation elle est moindre ou alors elle est très importante. Si on a une infestation, de toute façon, à cette période-là de l'année, il y a du varroa dans les ruches, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais si l'infestation elle est raisonnable, elle est acceptable, on va pouvoir quand même valoriser ce couvain, par exemple en l'injectant dans d'autres colonies. À ce moment-là de l'année, il faut savoir que ce sera peut-être un peu compliqué dans la plupart des zones de faire des essaims, puisqu'il y a quand même moins de mâles dans l'environnement. Donc à ce moment-là, si on veut valoriser le couvain, on peut par exemple, il y a différentes possibilités, hein, mais par exemple, on peut mettre le couvain dans des corps qu'on pose eux-mêmes en os sur d'autres colonies qui sont plutôt fortes, dans lesquelles, par exemple, on a encagé la reine. Ça peut être, ça, si ça vous intéresse, on pourra peut-être le revoir à la fin, mais ça peut être une façon de valoriser le couvain et de quand même réaliser des traitements sur les colonies qui récupèrent ce couvain-là. Ça, c'est très important. Et après, dernier cas de figure, on a un couvain qui est trop infesté, où par exemple, on fait des comptages varroaphorétiques et on se retrouve avec des pourcentages vraiment très importants, ou alors on constate soi-même que le couvain est de mauvaise qualité, il est symptomatique, on voit que vraiment la ruche, elle est trop varrosée. Tout simplement, ce couvain-là, il vaut mieux le détruire, par exemple, par la congélation, qui est sans doute la solution qui est la plus facile, puisque l'hyperthermie, si on veut détruire son couvain par hyperthermie, ça demande du matériel que généralement on est obligé d'acheter ou de louer, alors qu'un congélateur, bon, ça c'est quand même plus à la portée de chaque exploitant. J'aurais une question sur la congélation, justement, parce que après, bon, j'ai mes cadres de couvain congelés, qu'est-ce que j'en fais? Oui, très bonne question, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Les cadres de couvain congelés, on peut les remettre dans les colonies ensuite. Alors, soit par exemple,
soit les cadres ils sont vieux et on décide de faire aussi son renouvellement de cadre et à ce moment-là, on ne les remet pas dans les ruches. Mais par contre, si on veut les remettre dans les ruches, c'est possible. Il faut juste les remettre de préférence en rive, sur les extérieurs de la colonie. On peut aussi griffer un petit peu pour montrer aux abeilles que voilà, le couvain il est avorté, enfin, il faut nettoyer. Et surtout, une des conditions, c'est aussi de pouvoir le mettre dans des colonies qui ont suffisamment de population pour pouvoir nettoyer. Parce que ça va quand même leur demander un certain travail, quoi. Voilà. D'accord. Donc, en fait, aussi, la méthode que tu as montrée avant, en soi, je peux aussi mettre une grille à reine et ensuite pas forcément faire des essaims avec ce couvain et Ouais. l'utiliser autrement. Voilà, exactement. Exactement. C'est pour vraiment retenir que le retrait de couvain, c'est un grand principe. Voilà, c'est un principe, si on retire le couvain pour pouvoir passer l'acide oxalique facilement. Mais par contre, derrière, on a plein de possibilités et c'est très adaptable. Et c'est ça qui est pratique, c'est que en fonction de ses objectifs, du temps qu'on a, du matériel qu'on a, on peut vraiment adapter de façon très différente. Voilà. D'accord. Donc, quel est le bilan finalement un petit peu du retrait de couvain? Il y a pas mal d'avantages, mais il y a aussi quelques points de vigilance à garder à l'esprit. On va voir ça maintenant. Un des principaux avantages du retrait de couvain, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir une complémentarité lutte varroa et puis multiplication du cheptel. Puisqu'on a vu qu'en valorisant en faisant des essaims, ça permettait aussi d'avoir ce côté-là, quoi. Avec cette méthode-là d'introduire la grille à reine en position verticale, il n'y a pas de recherche de reine, ou alors elle est très facilitée. C'est ça qui est très pratique. Donc, on gagne beaucoup de temps par rapport à ça. Notre point positif, c'est que du coup, la méthode, elle est applicable en bio, en agriculture biologique. Et voilà, comme je le disais, un autre avantage, c'est que c'est vraiment adaptable à tout un tas de contextes différents. Et puis, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de déclinaisons possibles de cette méthode-là. Donc ça, c'est un avantage aussi parce qu'on a, on a un peu de liberté par rapport au retrait de couvain. Quelques points de vigilance quand même à garder à l'esprit pour cette méthode-là. Quelques prérequis, c'est qu'il faut avoir des colonies fortes. On ne va pas faire du retrait de couvain sur des colonies qui n'ont pas beaucoup de population et on va laisser une ruche mère qui sera absolument toute petite et puis surtout, nos essaims, on ne va pas pouvoir les peupler suffisamment. Donc, c'est vraiment une méthode à garder à l'esprit qu'on peut faire sur des colonies qui sont fortes et qui ont la capacité de donner des essaims. Un autre point de vigilance, c'est qu'il faut que quand on fait des essaims, du moins, il faut que ce soit une période pendant laquelle il y a une bonne disponibilité en mâle dans le milieu pour pouvoir féconder les reines qui sont élevées dans les essaims. Ça, c'est important aussi. Autre point de vigilance, c'est au niveau du temps et de l'organisation. Ça demande pas mal de préparation en amont parce qu'on a vu on doit quand même utiliser beaucoup de matériel quand même. Il faut avoir préparé suffisamment de grilles à reine. Voilà, donc il y a une gestion du matériel qui est quand même importante. Et un autre petit point aussi, c'est que c'est quand même une méthode qui peut être chronophage, entre guillemets, par rapport à l'introduction de lanières dans les colonies, quoi. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu différents éléments qu'il faut garder à l'esprit. J'ai une autre question, parce que tu as dit qu'en fait, on devait attendre 21 jours pour traiter les essaims. Oui. Et, est-ce qu'il y a encore du couvain de mâle dans ces ruchettes? Ah oui, ouais. Ça, et donc, au niveau du pourcentage d'efficacité de ce traitement, est-ce que ça va être embêtant? Bah oui, c'est sûr. C'est sûr que s'il y a du couvain mâle présent dans les ruches, il faut le détruire. Il faut plus qu'il y ait de couvain fermé à ce moment-là dans la ruche, quoi. Le seul petit bémol, c'est que la fenêtre, quand on fait des essaims de cette façon-là, on a quand même une fenêtre d'intervention qui est assez courte parce que l'air de rien, si la reine elle est fécondée, elle part tôt sur son vol nuptial, qu'elle se met à pondre rapidement, en fait, on n'a que 3 ou 4 jours de fenêtre hors couvain pour intervenir et pouvoir passer l'acide oxalique hors couvain. Donc, on ne peut pas quand même le faire à 24 jours, quoi. Ça, c'est important de noter. On aurait la possibilité du coup de se chevaucher avec le nouveau cycle de développement de la nouvelle reine. Et donc, c'est pour ça que nous, on traite toujours à 21 jours, quoi, à 21 et 24 jours au niveau des passages. Si on décale, si on fait à 24 jours et à 27, bah, du coup, le deuxième passage, on est sûr quasiment qu'il y a
il y a eu la reprise de ponte de la nouvelle reine entre-temps, et du coup, on n'est plus hors couvain. Donc, s'il y a du couvain mâle, de toute façon, il faut pouvoir le griffer, quoi. Il faut pouvoir le détruire. Après, en général, quand on fait cette méthode-là, c'est plutôt quand même sur de la fin de saison. Donc, du couvain de mâle, il y en a peu ou plus dans les ruches, quoi. Voilà. Ensuite, concernant la réintroduction de couvains congelés dans les colonies au niveau sanitaire, enfin, je veux dire, c'est quand même, enfin, c'est pas super propre. C'est quoi la meilleure méthode? Est-ce que je peux donner mes cadres de couvain un peu à toutes mes ruches, ou est-ce qu'il faut que je note sur chaque cadre dans quelle colonie je l'ai pris? Enfin, voilà, là-dessus, sur ce nettoyage qui est fait du couvain congelé, ça se passe comment? Est-ce qu'il faut qu'il fasse beau? Enfin, voilà, est-ce que tu aurais des infos dessus? Ça, c'est vrai qu'il faut vraiment, il faut s'assurer, il faut qu'on voit que la ruche, elle est capable derrière de nettoyer vraiment ce couvain-là. Donc, il ne faut pas lui mettre une quantité de couvain trop importante, même si elle est forte. On peut remettre quelques cadres dans les colonies, mais par contre, il faut qu'il fasse une température suffisante pour que les abeilles, elles travaillent à ce moment-là de l'année, puis surtout qu'elles aient une population assez importante pour pouvoir le nettoyer rapidement, quoi. D'accord. Et concernant aussi comment tu as construit la ruche, j'ai vu que tu parlais de cadres de miel et de pollen. Ouais. Est-ce que tu les as récupérés comment? Tu les as récupérés sur d'autres ruches à côté, ou est-ce que tu en avais mis à côté ou... Alors ça, c'est vrai que c'est un point sur lequel je ne sais pas trop parce que l'apicultrice qui a fait ça, je ne sais pas du tout. Je pense qu'elle les avait déjà, qu'elle les avait mises de côté. Il y a Elodie qui est présente à côté de moi et qui justement a eu la personne qui a fait ça au téléphone. Donc toi, elle les avait mis de côté? Ok, c'est ça. Donc elle avait déjà tout ce qu'il fallait, quoi. Après, le tout, c'est de reconstituer, c'est de répartir les cadres de réserve de façon la plus homogène sur le rucher, quoi, qu'on constitue. Et après, c'est sûr qu'on ne fait pas ça sur des ruches qui n'ont pas beaucoup de réserves dans les ruches, quoi. Il faut que ce soit des fortes colonies et qu'il y ait pas mal de réserves. Très bien. Donc là, en fait, depuis tout à l'heure, sur la diapo bilan, je prends un petit peu des questions qui ont été posées par les spectateurs. Vis-à-vis de la réintroduction de cadres qui peuvent provenir d'autres ruches, qu'en est-il de l'échange des virus? Est-ce qu'on a des infos ou pas dessus? Je pense en vrai que ce serait plus toi qui serais capable de répondre à cette question parce que tu es hyper calé sur les virus. C'est sûr qu'il y a un échange possible à ce niveau-là, puisque la congélation, par exemple, elle ne détruit pas les formes sporulées, enfin les spores des virus. Peut-être tu serais plus précise que moi, Jeanne, je sais pas. Là-dessus, je vais prendre le relais. Ouais. Là-dessus, déjà, en termes de pratique apicole, c'est vrai que d'un point de vue sanitaire, il ne faudrait jamais transvaser un cadre d'un autre. Vraiment, c'est pas génial, mais on le fait tous. Et en soi, la congélation, comme l'a dit Marie, ça ne va pas forcément détruire la forme sporulée des virus, dont la maladie noire. Également, ça peut changer aussi l'hygrométrie. C'est pour ça qu'il faut le faire quand il fait beau, parce que ça va donner un peu d'humidité. C'est quand même un couvain qui a été congelé, donc voilà. Et c'est vrai que c'est pas le top au niveau de l'échange des virus, mais après, si c'est sur son propre cheptel qu'on ne récupère pas, ça revient à donner le cadre de miel et de pollen en soi, hein. On sait bien qu'on soit on l'a récupéré sur la même colonie et on fait une grosse traçabilité des cadres, soit déjà on le fait sur d'autres cadres et voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément, je ne crois pas qu'il y ait eu d'expérimentation sur ça. Il y a des virus qui restent sur les surfaces, dont celui de la maladie noire, celui que je connais le mieux, donc je vais en parler un peu plus. Voilà, et ce qui fait que voilà. Donc on n'a pas vraiment trop de réponses, mais en effet, comme lorsqu'on transvase le cadre d'une ruche à l'autre, d'un point de vue sanitaire, c'est pas tip-top, tip-top.